dans cette soirée de commémoration. Nous allons dans un premier temps allumer les 6 bougies représentant les 6 millions de disparus pendant la Shoah. Puis Jacques Lobovic procédera à la lecture du Kelmalé Rachamim, prière pour les disparus, et on enchaînera avec le Kaddish. Nous allons appeler pour la première bougie Madame Suzanne Meller, qui était enfant caché, et Monsieur Jacques Scharfmann, qui lui aussi était un enfant caché. Ça tombe bien, ils sont juste l'un à côté de l'autre. Ils vont nous rejoindre. Madame Freida Ponsin-Unger, fille de déportés, avec Madame Roselyne Besanski, enfant caché. Robert Flamenbaum, fils de déporté, Madame Inger, enfant caché. Jacques Lobovic, fils d'enfant caché, Annie Caner, fille de déporté. Jacques Fuchs et Jean-Claude Lévin, qui sont tous deux fils de déportés. Pour la dernière bougie, je voudrais inviter les enfants d'Ésaïe, s'il vous plaît, la prochaine génération, la future génération, l'avenir, la transmission. Voilà, d'autant plus qu'ils, le petit Bécard Gélaire, vont représenter leur arrière-grand-père, retenu par les intempéries, mais à qui nous souhaitons une longue et bonne vie, qui lui-même fut déporté. S'il vous plaît, venez, ensemble. Merci. Jacques Lobovic pour El Malé Rachamim.
Elmoelachamim Shocheina Bamromim Ametzeyem Enochanechana Tachas Kanfei Ashechinam B'malos Kedoshim Utehorim Kezoar Arakia Mazeirim Esni Shamos Acheinu Vacheseinu Shenergu Venisrefu Al Kiddush Hashem Be'Auschwitz Majdanek Treblinka Vecheinu Vechoseinu Shalach Lalmam Bavu Shanu Mitzpalelim Be'ad Azachas Nishmosom Locheina Balorachamim Yotzitzreim B'seiser Kenofam Leolomim Be'yitzror Bitzror Achayim Es Nishmosom Began Eden Te'eh Menuchosom Adonai Hu Al Mishkaba B'Shalom V'nom Amen. Izgadal v'izkadash Shemei Rabba Balma Diborach Rote v'min Marchute Be'aspar Pokane Be'kachem Meshichem B'chayachon u'v'yamechon u'v'chayachol Bet Yisrael B'gala u'v'zman kari v'imru Amen. Yesh merach Malaya Yisbarach v'yishtabar v'yispar v'yisroman v'yisnase v'yitadar v'yisali v'yisalal Shemei Kudsha Berechu Lahei min kol bechata v'shirata tushperata v'nechemata d'amiral Ba'alma v'imru Amen. Oseh shalom imoma v'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. Monsieur Jean-Claude Lévin, délégué régional du comité français de Yad Vashem. Monsieur le Président de la CI, mon cher Guy, Monsieur le Directeur du cabinet du Préfet de la région des Hauts-de-France et du Nord, Madame la représentante du Président de la région des Hauts-de-France, Monsieur le représentant du maire de Lille, mon cher Franck, Monsieur le rabbin des Hauts-de-France, Mesdames, Messieurs, Monsieur de Montesquieu. Nous participons aujourd'hui, 27 janvier, à la journée internationale dédiée aux victimes de la Shoah. Cette date marque l'anniversaire du 27 janvier 1945, le jour où les soldats de l'armée rouge ont ouvert les portes du camp d'Auschwitz-Birkenau, le plus vaste centre de mise à mort du Troisième Reich. Les survivants de la Shoah nous enseignent qu'ils considèrent le terme libération impropre et qu'il faut parler d'ouverture des portes des camps. Quand les soviétiques entrent dans Auschwitz, ils trouvent un endroit quasiment déserté et partiellement détruit. Des cadavres jonchent le sol et 7000 détenus morts-vivants, hagards, ont été laissés à l'abandon.
Primo Levi, rescapé d'Auschwitz, écrit « Nous nous trouvions dans un monde de morts et de larves. La dernière trace de civilisation avait disparu autour de nous et en nous. Les gardiens SS avaient fui, forçant 70 000 déportés, épuisés, malades, affamés, à les suivre dans une atroce marche de la mort de 4 jours. Quand l'un d'eux s'effondrait, il s'est abattu sur le bord de la route. Quelques mois auparavant, le 23 juillet 1944, les soldats russes, ukrainiens, avaient découvert un premier camp de concentration et d'extermination à Majdanek en Pologne. Plus tard, fin mars 1945, les Alliés franchissent le Rhin. Les troupes américaines entrent à Buchenwald le 11 avril 1945, suivies 4 jours plus tard par les Britanniques à Bergen-Belsen. Les armées avancent, d'autres camps apparaissent, dévoilant l'ampleur des horreurs commises par les nazis. En ce même mois d'avril 1945, le général américain Eisenhower, chef d'état-major de l'armée de terre, décide que le monde doit savoir. Il lance un appel aux journalistes du monde entier et marque ainsi le début d'une campagne d'information qui accompagnera les combats. Les correspondants de guerre suivent les armées. Des récits détaillés restituent le choc et révèlent l'enfer des camps. Des photographies de charniers et de déportés squelettiques s'étalent dans les journaux et permettent de comprendre l'étendue des crimes. Les journalistes sont les premiers témoins de la barbarie nazie. Les survivants et les victimes de ces événements tragiques s'exprimeront plus tard, et beaucoup se tairont. Dans son ouvrage 1945, La découverte, Annette Djevorka, célèbre historienne de la Shoah, décrit le parcours de Meyer Levin, journaliste américain, et d'Eric Schwab, photographe franco-allemand, tous deux juifs, tous deux correspondants de guerre attachés à l'armée américaine pendant 9 mois. Ils sont parmi les premiers à découvrir les camps évacués, les déportés décharnés et l'odeur pestilentielle des charniers. Pour Meyer Levin, les camps sont, je cite, « une source de peine et de culpabilité pour chaque être humain demeuré vivant ». En août 1945, les Alliés s'accordent sur le principe d'un tribunal militaire international, le premier de l'histoire. Les vainqueurs vont juger les criminels du Reich. Le procès de Nuremberg a lieu du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. Il y a exactement 80 ans, un an après la découverte d'Auschwitz. 21 dignitaires du Reich sont jugés sous les yeux de 300 journalistes venus de tous les pays. Au fil des journées, les journalistes informent leurs pays respectifs par l'intermédiaire des unes des quotidiens, des journaux parlés de la radio ou des images d'actualité filmées de la semaine dans les cinémas. Les crimes perpétrés par les nazis deviennent réels. Le 18 janvier 1946, Marie-Claude Vaillant-Couturier parle. Résistante, déportée à Auschwitz puis à Ravensbrück, son témoignage est bouleversant. Elle dépeint les horreurs auxquelles elle a assisté, la volonté nazie d'effacer de la surface de la Terre un groupe entier de personnes, femmes, hommes, enfants, personnes âgées, tous parce que nés juifs. Madame Vaillant-Couturier révèle ainsi l'existence des camps destinés à l'extermination, qui sont différents des camps de concentration qui étaient les seuls connus jusqu'alors. La notion de crime contre l'humanité est née à Nuremberg, mais celle de génocide était absente. Génocide est un néologisme, combinaison du mot grec génos, la tribu, la race, et du suffixe latin cide, tuer. Il désigne le crime de destruction d'une nation ou d'un groupe. On le cite à plusieurs reprises pendant le procès, mais le procureur général américain Robert Johnson échoue à le faire entrer dans les chefs d'accusation. Donc ignorer le crime de génocide n'est donc pas admis dans le verdict. Il ne sera adopté par les Nations Unies qu'en décembre 1948. Notre monde est l'héritier des débats qui se sont déroulés à Nuremberg. Ils ont révélé l'existence et l'horreur des camps d'extermination. Ils ont créé la notion de crime contre l'humanité et ils ont contribué à l'adoption du crime de génocide. Génocide,
Ce crime abominable, ce mot utilisé improprement et abusivement aujourd'hui, banalisé et détourné de son sens. Annette Vivorka, parlant de l'extermination des Juifs, précise, je la cite, « La véritable prise de conscience viendra plus tard, d'abord en 1961 avec le procès Eichmann, puis à la fin des années 70 avec le feuilleton américain Holocauste. Et on peut ajouter qu'en 1985, Shoah, le chef-d'œuvre de Claude Lanzmann, met en lumière l'ignominie des crimes nazis auprès du grand public de nombreux pays. Claude Lanzmann, dont le buste a été inauguré aujourd'hui à Paris, au square des martyrs juifs du Vélodrome d'hiver. L'antisémitisme est de retour. Certains trouvent un intérêt à minimiser ce qui s'est passé dans les camps, voire même à en nier l'existence. Yad Vashem, l'Institut international pour la mémoire de la Shoah, a pour mission de lutter contre l'oubli. N'oublions pas les 6 millions de morts juifs et tous les autres. N'oublions pas les déportés de notre ville dont les noms sont inscrits sur ce mur de notre synagogue. Je vous remercie. Monsieur Guy Bensoussan, président de la communauté juive de Lille. Merci. Monsieur le représentant du préfet des Hauts-de-France, Madame la représentante du conseil régional qui représente Xavier Bertrand, Monsieur le représentant du maire de Lille, Mesdames et Messieurs, Monsieur le délégué régional du comité français pour Yad Vashem, mon cher Jean-Claude, Monsieur le rabbin des Hauts-de-France, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, Monsieur de Montesquieu. Ce soir, dans notre belle synagogue, nous ne recevons pas seulement un journaliste, écrivain, ou ni même seulement un réalisateur. Nous recevons un homme qui a choisi très tôt de marcher au plus près de l'histoire, lorsqu'elle vacille, lorsqu'elle brûle, lorsqu'elle révèle le meilleur et le pire de l'humanité. Monsieur de Montesquieu, on peut dire que vous avez connu plusieurs vies, et chacune d'elles est traversée par la même exigence, voir par soi-même, comprendre et témoigner. Votre première vie commence très jeune, à 19 ans à peine. Vous êtes lauréat de la bourse Max Lazare, qui vous permet de traverser le Sahara à dos de dromadaire sur les traces de Théodore Monod, au sein des clans nomades des Morts Réguiba. Avant même le journalisme, il y a déjà chez vous le goût de l'errance, du terrain et de la rencontre avec des mondes que l'on ne regarde pas ou plus. Ce chemin, vous le poursuivez à l'Université de Columbia à New York, où vous obtenez un master de journalisme. Ensuite, vous découvrez la guerre, les révolutions et les effondrements, et vous devez faire face à la mort de ceux qui avançaient à vos côtés. Correspondant pour une agence de presse américaine, vos missions vous amènent d'abord en Haïti, puis au Soudan, au Caire et au Moyen-Orient. Vous vivez entre Khartoum et le Caire. Vous travaillez clandestinement au Darfour, parfois derrière les lignes rebelles, pour documenter l'ampleur des crimes commis par le régime soudanais. Puis ce travail vous conduit jusqu'à la Cour pénale internationale de La Haye, qui enquête sur les crimes contre l'humanité et nourrit déjà votre réflexion sur la justice, la responsabilité et la mémoire. Afghanistan, Irak, Liban, Libye, vous êtes de ceux qui franchissent les frontières quand elles se ferment. Vos reportages clandestins auprès des rebelles syriens contre Bachar el-Assad nourrissent plus tard votre roman « L'étoile des frontières », dédié à votre ami proche, le photographe Rémi Hochlik, assassiné à Homs. En 2012, votre travail sur la guerre civile libyenne est récompensé par le prix Albert Londres, la plus haute distinction du journalisme français. Vous devenez ensuite grand reporter à Paris Match, où vous couvrez la plupart des révolutions du printemps arabe en Tunisie, en Égypte, en Libye, ainsi que la guerre civile syrienne, puis la révolution ukrainienne et la guerre russo-ukrainienne. En 2014, vous recevez le prix de l'enquête journalistique pour votre couverture du crash du vol Malaysia
Airlines MH17, abattu au-dessus du Donbass. Mais votre parcours ne s'arrête pas qu'au reportage. Vous êtes aussi documentariste. Tout d'abord pour Arte, puis France Télévisions, pour Canal+, ou encore France Culture. Du voyage de Marco Polo à une grande enquête écologique de l'Équateur au Cap Horn, du chaos libanais au parc des Virunga au Congo, du Qatar à l'occasion de la Coupe du Monde, jusqu'à une ambitieuse série historique sur Jules César incarné par Roche Dizem. Depuis 2021, vos documentaires sont coproduits par la société Dreamtime, dirigée par votre père, signe que chez vous, la transmission est aussi une affaire familiale. En 2025, vous produisez sur France Culture les podcasts « Les Envahisseurs » en 10 épisodes consacrés aux grands envahisseurs de l'histoire et leur rôle dans le brassage des cultures et des idées. Comme si tout cela ne suffisait pas, il y a l'écrivain pour lequel vous êtes là ce soir. Après Oumna, récompensé dès 2013 après l'Étoile des Frontières, finaliste du prix Orange du livre, vous publiez Le Crépuscule des Hommes, un livre majeur sélectionné pour le prix Goncourt, le grand prix du roman de l'Académie française, le prix Interallié est couronné par le prix Renaudot de l'essai. Dans cet ouvrage, vous revenez 80 ans en arrière, au cœur du procès de Nuremberg, là où 21 chefs nazis furent jugés pendant 11 mois dans les ruines d'une Allemagne détruite. Ce n'est pas seulement le reporter de guerre qui parle, mais l'homme qui interroge la justice, la responsabilité, la barbarie et la fragile possibilité d'un jugement moral après l'abîme. Monsieur de Montesquieu, votre parcours relie les champs de bataille contemporains aux ruines de l'Europe de 1945. Il nous rappelle que témoigner n'est jamais neutre, que raconter l'histoire engage une conscience et que la mémoire n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est cet itinéraire, cette exigence et cette parole que nous sommes honorés d'accueillir ce soir. Monsieur de Montesquieu, merci d'être parmi nous et belle conférence à tous. Merci. Bonsoir, merci. Je suis très heureux et très honoré d'être là. Merci pour ce discours, vous me faites rougir. Merci à vous, Jean-Claude Lévin, de m'avoir invité. Merci, monsieur le rabbin. Je ne vous cacherai pas mon émotion et le fait que je suis intimidé d'être là. C'est pas un jour anodin. C'est le jour de la commémoration de la découverte d'Auschwitz. Souvent, je fais une conférence qui est finalement assez rodée, où je parle de mon livre et puis après on pose des questions. Aujourd'hui, l'idée est un petit peu différente. La suggestion de Jean-Claude Lévin, c'est de parler plus précisément de la découverte, de la révélation, disons, de la compréhension de la Shoah au fil du procès de Nuremberg, ou non. C'est une question beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Donc je vais essayer un peu d'y répondre. Mais pour être clair, je ne suis pas historien. Monsieur Bensoussan a la gentillesse de faire ma biographie un peu empoulée, un peu exagérée. Je ne pense pas mériter autant d'honneur, mais effectivement, je suis journaliste de formation, reporter, même si j'ai étudié l'histoire à Sciences Po. Et j'ai écrit effectivement ce livre dans lequel je me suis vraiment immergé, qui est Le Crépuscule des Hommes. Donc voilà, ce que je tenais à vous dire, d'une part, c'est que je suis réellement pas historien, je suis journaliste et écrivain et documentariste. Première chose. Deuxième chose, je vais parler, mais à la fin, je pense qu'il y aura une période de questions, et je m'en réjouis. Plus vite il y a des questions, plus ça m'arrange, ça m'évite de faire un cours magistral auquel je ne suis pas habitué. Voilà. Donc je vous en prie, même s'il y a des questions dès le début, je serai ravi, ça sera presque un soulagement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avant de commencer ?
Peut-être juste, donc le propos n'est pas de parler de mon livre, mais je vais quand même effectivement peut-être en un mot ou deux vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre, et pourquoi il s'appelle comme ça. Donc Monsieur Bensoussan l'a rappelé, j'étais reporter. Ma première vraie zone de conflit, j'étais reporter de guerre pendant une quinzaine d'années. J'ai couvert Haïti effectivement, mais la première vraie guerre que j'ai couverte, c'était la guerre du Darfour. En 2004-2005, en 2005 en l'occurrence. Et c'est une guerre qui a depuis été décrite, qualifiée légalement d'ailleurs de génocide. Crime contre l'humanité et génocide. Et j'ai couvert après plein d'autres guerres, l'Irak, la Libye, l'Afghanistan, plein d'autres conflits, en Afrique aussi. Mais un génocide est quelque chose d'assez particulier. Vous en doutez, vous le savez, mais je vous le dis pour l'avoir vécu en tant que journaliste. C'est-à-dire que dans un conflit, même si ça peut vous paraître choquant ce que je veux dire, il y a une forme de rationalité. C'est-à-dire que deux parties s'affrontent violemment, s'entretuent s'il le faut, mais il y a une logique rationnelle. L'Ukraine veut être un pays indépendant et rattaché à l'Union européenne, disons. La Russie ne le veut pas. Deux volontés irréconciliables s'affrontent et ça se conclut en combat. Dans un génocide, on sort du domaine du purement rationnel. C'est-à-dire qu'en fait, on est face à une situation qui ressemble plus à une situation de cauchemar. C'est-à-dire que l'une des deux parties du conflit, généralement la plus puissante, en l'occurrence au Soudan, c'était l'armée soudanaise, est pris d'une espèce d'ivresse meurtrière, génocidaire, qu'on appelle génocidaire, mais concrètement, ça veut dire tuer tout le monde sans aucune rationalité, ni militaire, ni économique, ni évidemment éthique, ni quoi que ce soit. C'est une forme d'emballement, de cauchemar. Et on se sent très démuni en tant qu'être humain, en tant que journaliste. On se sent très démuni. Et la seule réponse que je pouvais donner aux gens sur place qui me disaient « Mais qu'est-ce que vous faites, vous, l'Occident ? Qu'est-ce que vous faites, vous, journalistes ?» C'était de dire écoutez, moi je fais pas grand-chose, j'ai pas d'armes, je suis journaliste, je suis reporter, mais il existe un droit d'ingérence, il existe des casques bleus ou des casques verts, en l'occurrence, qui sont l'Union africaine, il existe des enquêteurs de la CPI, la Cour pénale internationale, il existe donc un attirail moral, diplomatique et même militaire qui est là pour, en tout cas c'est la théorie, prémunir du crime contre l'humanité et du crime de génocide. Et donc je me suis intéressé à ça, toujours. Et j'ai écrit là-dessus. Et donc ça c'est la CPI, c'est les casques bleus, c'est le droit d'ingérence, c'est la responsabilité pénale individuelle des dirigeants, c'est beaucoup de choses. Et tout ce droit international, toutes ces institutions de l'ONU, toutes ces institutions du droit international, tout cela est né à Nuremberg. Et donc c'est mon parcours de journaliste qui m'a amené à m'intéresser très, très fortement à Nuremberg, au droit international et donc à Nuremberg, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça a été mentionné très brièvement, mais j'avais un professeur qui était à Sciences Po, qui était mon mentor, Didier Lazare, qui était d'ailleurs celui qui m'a remis cette bourse, la bourse Max Lazare, avec laquelle je suis allé me prendre un peu pour Laurence d'Arabie dans le Sahara, du haut de mes 19 ans, en me trouvant très, très aventureux et très content de... Mais bon, c'était effectivement une expérience merveilleuse. Et donc cette bourse Max Lazare était remise par son fils, Didier Lazare, qui était mon prof. Et Didier Lazare était, en tant que très très jeune engagé volontaire, s'était débrouillé pour devenir journaliste, et il était journaliste à Nuremberg. Donc j'ai la chance, si vous voulez, d'avoir, outre toutes les sources juridiques, toutes les sources historiques, tous les témoignages journalistiques sur lesquels je me suis appuyé, j'ai la chance d'avoir ce qu'on appelle une mémoire orale. Et pour la petite histoire, on en parlait avec Jean-Claude Lévin, Didier Lazare a été caché par des cousins éloignés à moi, dont la petite fille, Apolline de Malherbe, présente chaque année à Yad Vashem, parce que ses grands-parents sont parmi les justes, puisqu'ils ont caché justement Didier Lazare. Et donc voilà, pour la petite histoire. Donc c'est ça que je voulais juste vous dire, peut-être en préambule. L'autre chose, parce qu'on me pose souvent la question, et comme le thème a été évidemment un peu abordé
dans le discours et puis même finalement dans le Kaddish, pourquoi appeler un livre sur Nuremberg le crépuscule des hommes? Alors, la réponse simple, évidemment, c'est qu'on est en Bavière et qu'en 1866, à une centaine de kilomètres au nord de Nuremberg, Wagner a produit le crépuscule des dieux, c'est-à-dire, en gros, la fin d'une croyance dans les grands mythes structurants de l'humanité. Et ironiquement, 12 ans plus tard, Nietzsche lui répond à Munich avec le crépuscule des idoles, qui est la fin d'une certaine croyance dans les grands dogmes de l'humanité, disons, pour schématiser. Et à mi-chemin entre Bayreuth et Munich, à peu près, enfin, vous avez Nuremberg, et d'une certaine manière, on peut considérer que la foi dans l'humanisme, dans l'idée de progrès, dans l'idée de ce qu'on appelait la corrélation du progrès, cette idée aristotélicienne en fait de la convergence du beau, du bon et du bien, qui est en gros l'idée sur laquelle s'est fondé l'Occident pendant grosso modo 2500 ans, était morte dans les ruines d'Auschwitz. On ne pouvait plus croire au progrès. On ne pouvait plus croire au progrès à partir du moment où une des plus grandes civilisations européennes, la civilisation de Kant, de Mozart, sans parler de Wagner, j'en sais rien, mais avait aussi sécrété la NSDAP, le nazisme et la Shoah. Et donc c'est dans ces ruines-là que se produit le procès de Nuremberg, et de ce point de vue-là, le procès de Nuremberg et certains témoins le disent, ça fait partie de la douleur des témoins sur place, des témoins et des journalistes. Je pense notamment à Kessel, cette espèce de perte de foi dans ce qu'est l'être humain, dans ce qu'est le progrès, face à l'énormité des crimes qui sont révélés peu à peu à Nuremberg, et on va y revenir. Je vais y revenir. Mais aussi, et c'est assez important, et pour citer mes sources, je vais vous avouer que c'est quelque chose à laquelle j'avais pensé, mais pas tout à fait consciemment. Et c'était une interview, je le dis, puisque l'occasion me permet de le dire, c'était avec la radio de la communauté juive de Lyon. En fait, j'ai eu une interview vraiment très intéressante avec une critique littéraire et qui m'a fait remarquer, ce que je savais inconsciemment, mais sans l'avoir vraiment formulé, qu'en astronomie, il y a non pas un crépuscule, mais deux crépuscules. Il y a le crépuscule descendant, qui est celui que tout le monde connaît, qui est celui à laquelle on pense, qui va vers l'obscurité. Mais il y a aussi le crépuscule ascendant, le crépuscule qui va vers la lumière. Et sans l'avoir vraiment entièrement conscientisé, disons au moment où j'écrivais mon livre, je pense aussi qu'il y a dans Nuremberg, dans le procès de Nuremberg, évidemment ce constat, cette noirceur, ce crépuscule des hommes, mais il y a aussi quelque part quand même, je le crois, c'est aussi mon caractère peut-être, je suis un incurable optimiste, mais il y a aussi une ascension vers la lumière, c'est-à-dire il y a aussi la possibilité de construire un monde meilleur, c'est-à-dire un monde construit sur plus de justice, peut-être plus de paix, plus de respect des autres, plus de respect de l'altérité. Je pense que c'est ce monde qu'a construit tout de même, mine de rien, l'Occident notamment, enfin les Alliés, qu'ont construit les Alliés après 1945, qui est aujourd'hui battu en brèche, mais c'est le monde de l'ONU, c'est le monde, c'est le monde de la CPI. C'est un monde qui a quand même, grosso modo, réussi à imposer une paix globale, même si elle a été malmenée à gauche à droite, mais quand même une paix globale, et notamment une paix en Europe jusqu'à très récemment. Et je pense que c'est notre patrimoine commun, c'est quelque chose auquel on peut tenir. Et je pense que c'est quand même quelque chose sur lequel il y a une espérance et une forme de lumière. Voilà. Et je suis content finalement d'avoir découvert au centre du titre de mon propre livre un message d'espoir auquel je n'avais pas pensé au début, pour être honnête. Voilà. Donc ça, c'était mes remarques préliminaires. Donc je parle sans notes, donc j'aimerais bien qu'on me fasse un signe si je suis trop long ou que je dérive. Et j'en viens donc au cœur du sujet, ce défi que m'a posé Jean-Claude, qui est quelle révélation, quelle découverte, quelle prise de conscience, disons, de la Shoah au procès de Nuremberg. Et la question est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Une fois de plus, comme je vous disais, pour citer Victor Hugo d'ailleurs,
Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Donc moi, je suis un journaliste, un écrivain qui m'appuie sur le travail des historiens. Je ne serais rien sans eux, notamment Annette Vivorka, dont on a parlé, Sylvie Lindenberg, qui était la conseillère historique de mon documentaire, que vous pouvez toujours voir d'ailleurs, qui est sur Arte, qui s'appelle Nuremberg au cœur de l'histoire, qui est le continuum et l'adaptation de mon livre. Christian Delage aussi, Tal Brutmann, chez les historiens plus jeunes. Et pourquoi je les cite? D'abord parce que, évidemment, je m'appuie sur leur travail, je viens de le dire, mais aussi parce qu'eux-mêmes ne sont pas d'accord. Donc vous vous doutez bien que si eux-mêmes ne sont pas d'accord sur la présence et l'importance de la prise en compte de la Shoah ou non dans Nuremberg, c'est pas moi, modeste écrivain, qui vais trancher. Mais pour autant, j'ai une opinion sur la question et je vais vous la livrer. En gros, les deux grandes écoles, disons, qui s'affrontent, c'est d'un côté Annette Vivorka qui considère plutôt qu'il y a un déni ou un non-intérêt, je dirais, plutôt qu'un déni, de la Shoah à Nuremberg, et Christian Delage qui lui considère qu'au contraire la Shoah est réellement prise en compte au fil du procès. Et moi, je ne vais pas vous faire une réponse de Normand, mais en gros, je vais vous dire, en fait, on peut regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide. Le vrai problème, finalement, c'est pas purement la question de la Shoah, c'est la question du procès lui-même. Et en fait, ce procès, donc ça a été dit brièvement, c'est un procès qui dure 11 mois, enfin 10 mois plus un mois de délibéré. C'est un procès qui est une innovation juridique, mais aussi technologique, linguistique. Enfin, c'est une telle révolution du droit et de la logistique que c'est un ovni, le procès de Nuremberg. Il est en 4 langues. Il y a, pour ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les journalistes, il y a 28 nationalités de journalistes, 300 journalistes présents quasiment en permanence. Mais surtout, et c'est le cœur du propos, il y a 24 accusés. Bon, en finale, ils seront 21 dans le box des accusés. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, le procès est trop long, trop multiforme, trop disparate dans les langues. Il y a aussi 4 accusations. L'accusation donc américaine, mais aussi anglaise, britannique, française et soviétique. Et donc, si vous voulez, en fait, il faut imaginer, on dit toujours le procès de Nuremberg, sans même parler de ce qu'on appelle les 12 procès successeurs, qui seront les procès par secteur d'activité, donc les Einsatzgruppen, les juges, les médecins, etc. Mais le procès lui-même, ce qu'on appelle le procès, donc 20 novembre 45, 15 octobre 46, pour aller jusqu'à l'exécution, ou 1er octobre 46, disons, pour aller jusqu'aux sentences, au verdict. En fait, c'est pas un procès, c'est 21 procès en 4 langues. Et il faut se souvenir que c'est un procès qui est fondamentalement, qui s'appuie sur la procédure américaine, la procédure accusatoire. Donc c'est un procès qui est mené en fait par les procureurs, donc par les 4 différentes équipes de procureurs. Et c'est pas un procès d'intention, c'est un procès sur des actes concrets qui vont être prouvés. Et dans le droit anglo-saxon, c'est à l'accusation de prouver la culpabilité. Vous êtes, entre guillemets, innocent jusqu'à prouver coupable. Donc il faut prouver la culpabilité physique de chaque individu sur chaque... Et c'est pas une culpabilité générale, pardon. C'est pas ces gens étaient-ils d'horribles nazis, c'est pas ces gens étaient-ils des salauds. Enfin, il y a quand même certains accusés qui étaient à la fois des nazis, des pédophiles multirécidivistes. Enfin, il y a des cas de gens de... Enfin, c'est vraiment la lie de l'humanité, quoi, pour dire les choses clairement. Mais pour autant, l'objectif du procès, c'est de prouver beyond reasonable doubt, au-delà du doute raisonnable, comme on dit en anglais, leur culpabilité individuelle, physique, sur les actes d'accusation. Et c'est là où c'est compliqué, parce que ces 21 accusés n'ont pas tous eu les mêmes fonctions dans le Reich. Certains n'ont même pas participé au Reich. Par exemple, Von Papen, qui d'ailleurs sera acquitté au scandale général, on l'oublie, mais il y a 3 acquittés à Nuremberg. Von Papen, donc, il a collaboré avec Hitler, il a amené Hitler au pouvoir, il a été extrêmement cynique dans l'avènement du nazisme, mais assez vite après, il s'est disputé avec les nazis qui l'ont écarté. Et il a été écarté de sa fonction de ministre des Affaires étrangères. Donc,
typiquement, von Papen sera acquitté, parce qu'on ne pourra pas prouver la participation de von Papen au crime physique du Reich. Voilà. Hans Fricht, qui est en fait un second couteau, un sous-fifre, Hans Fricht, qui est le dernier sur le banc de l'accusation, puisque donc, si vous avez les images en tête du procès, j'imagine que vous les avez. Sinon, sincèrement, je vous invite à regarder mon documentaire, c'est gratuit. Je vous invite aussi à regarder le film qui sort, qui est pas mal du tout, que j'ai vu, celui qui s'appelle Nuremberg, qui est sur la relation entre Göring et son psy, Douglas Kelly, et qui sort le 28 qui sort demain. Et qui est sur les psys à Nuremberg, mais qui est très bien reconstitué. La salle d'audience, notamment, est très très bien reconstituée. Et sinon, il y a aussi le film qu'avait déjà fait Arte il y a 10 ans avec Christian Delage. Et donc, vous verrez notamment que dans la salle d'audience, les 21 nazis présents sont présentés. Ils ont une place fixe dans la salle d'audience, et c'est qui est selon leur importance décroissante, si on voulait, mais décroissante aux yeux des alliés, c'est un choix arbitraire. Donc le premier, celui qui cabotine face aux journalistes, puisque la salle d'audience ressemble beaucoup à une salle de théâtre, de ce point de vue-là, il y a une théâtralisation de la justice. Parfois le terme est employé d'un point de vue négatif, mais là, ou péjoratif, mais là c'est vraiment plutôt, c'est un constat, et c'est plutôt laudatif même si on veut. Donc c'est Göring qui est l'accusé numéro 1 et qui est face aux journalistes. Juste à côté il y a Rudolf Hess, juste à côté il y a Ribbentrop, et on décline comme ça par ordre. Après il y a Keitel, le maréchal en chef, et on décline comme ça par ordre entre guillemets décroissant d'importance dans une espèce de supposée hiérarchie nazie. Puis deuxième rang, on recommence. Il y a Dönitz, donc qui est techniquement l'héritier d'Hitler, qui est l'amiral en chef, le grand amiral, et qui a été, on l'oublie, mais qui a été Reichsführer pendant 2 ou 3 jours à la chute du Reich. Il avait essayé de mener une espèce de micro-république à Flensburg, dans le nord, près du Danemark, qui est la dernière poche nazie à tomber face à l'armée anglaise d'ailleurs. Et puis après, il y a Jodl, et puis tout au bout du rang, donc le moins visible de la presse, tout au bout du rang, il y a Hans Fricht. Et Hans Fricht, en fait, c'est un petit peu un faire-valoir. Il est là pour remplacer Goebbels qui s'est suicidé. Et en fait, c'est un porte-parole de la radio. Donc il est là pour 2 raisons. D'abord pour remplacer Goebbels qui s'est suicidé, et deuxièmement parce que les soviétiques étaient extrêmement vexés. Ils n'avaient pas grand monde à mettre en commun, si vous voulez, dans la corbeille de la mariée, pour prendre une comparaison un peu triviale, mais tous les alliés ont mis en commun leurs prisonniers, si vous voulez, au moment de faire le procès. Et en fait, comme évidemment les nazis faisaient tout pour éviter d'être pris par l'armée rouge, parce qu'ils avaient peur pour leur vie, ou ils avaient peur d'être battus, ils fuyaient parfois sur des dizaines ou des centaines de kilomètres pour être capturés par les alliés, par les Anglais ou les Américains. Donc résultat des courses, il y avait très peu de... en fait, il y avait, à part Raeder, l'amiral qui était en semi-retraite, il n'y avait aucun détenu amené par l'armée rouge à Nuremberg. Sachant qu'ils avaient Paulus, donc le maréchal Paulus, qui s'était rendu à Stalingrad, mais en fait c'était un type qui avait tellement d'importance pour eux, et par ailleurs le NKVD l'avait quand même un peu torturé, etc. Donc ils l'ont amené pour qu'il témoigne à Nuremberg sous sévère contrôle, sachant que sa femme était détenue, mais ils l'ont pas mis dans le rang des accusés. De toute façon, d'ailleurs, il aurait eu du mal à être dans le rôle des accusés parce que justement, il n'avait pas commis les mêmes crimes. Donc, tout ça pour vous dire que le procès... Donc, Fricht, par exemple, oui, juste pour finir, Fricht, même chose, il a été acquitté. Parce que, si vous voulez, il était porte-parole à la radio. Donc, c'est pas quelque chose qui a la même portée juridique. C'est pas un crime. Si vous voulez, le crime de propagande n'avait pas la même portée. Certains ont été condamnés, et même condamnés à mort pour propagande, notamment Alfred Rosenberg. Et Julius Streicher, mais c'était des gens qui avaient, c'était des théoriciens de l'antisémitisme virulents et des appels à la mort, des appels à la haine raciale tous les jours pendant des années. Fricht, c'était un porte-parole à la radio, mais surtout militaire.
Donc il portait la voix d'Hitler ou de Goebbels à la radio, mais assez peu sur l'idéologie nazie et beaucoup plus sur l'aspect militaire. Donc on n'a pas pu le condamner, par exemple. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, et le troisième, juste pour boucler la boucle, c'est Chartres, Hjalmar Chartres, qui pourtant est une des pires ordures du Reich, vraiment, et je pèse mes mots, qui est le financier de génie, d'ailleurs par ailleurs malhonnête, qui a fait une double comptabilité pendant les années, qui était ministre des Finances d'Hitler, qui a fait une double comptabilité pour financer notamment le réarmement du Reich en contravention des clauses d'armistice de Versailles. Donc il a vraiment activement collaboré à la mise en place du Reich, y compris guerrier. Et bon, après, il était directeur de la Banque centrale. C'est pas lui directement qui a eu cette idée abjecte, mais qui a existé, il faut le savoir, d'extraire non seulement l'or des victimes que parfois ils avaient sur eux, mais aussi les dents en or des cadavres des chambres à gaz. Je m'excuse, je vais parler de choses assez crues, je tiens à vous le dire. Enfin, si c'est trop cru, vous me le dites et j'atténuerai, mais on parle de Nuremberg, c'est vraiment, on est face à une vérité, on est vraiment face à la crudité absolue des crimes nazis. Donc je m'en excuse notamment vis-à-vis des survivants qui sont là ou des enfants de survivants. Si ça va trop loin, vous me le dites et je baisserai d'un cran. Mais c'est ça aussi Nuremberg. D'ailleurs, même les journalistes, même les durs à cuire à Nuremberg, il y avait un trafic de somnifères à Nuremberg qui était mené, je fais une petite incise, par Boris Polevoy, qui était le journaliste le plus grand dur à cuire de tous les reporters de guerre de la Pravda. C'est un type qui avait été en première ligne pendant tout le siège de Stalingrad, qui était là pendant la reddition du maréchal Paulus, qui a fait toute la contre-offensive, toutes les grandes batailles, la reprise de Kharkiv à l'époque, Kharkiv aujourd'hui, toutes les grandes batailles de chars, qui était à Auschwitz le 28 janvier, le jour de l'ouverture d'Auschwitz, qui était à Berlin fin avril, qui était le 2 mai, qui était présent au Reichstag au moment où est pris la fameuse photo avec le drapeau rouge. Donc c'est vraiment le dur des durs, c'est le correspondant star de la Pravda, il est colonel dans l'armée rouge, parce que évidemment les soviétiques ont un mélange des rôles, des genres un peu plus et des genres un peu plus marqués entre journalistes et militaires à cette époque-là. Et même Boris Polevoy, si vous voulez, il écrit que dans le château donc, de Faber-Castell où dorment les journalistes, qui est donc le locus, si vous voulez, qui est le centre de mon livre en fait, puisque mon livre, après j'arrête d'en parler, je fais pas de pub pour mon livre, mais confronte, si vous voulez, ces deux huis clos, qui est le huis clos judiciaire pendant la journée face à l'horreur du nazisme révélé, et le huis clos journalistique le soir où ils se remettent de ce qu'ils ont entendu, et puis ils font la bringue, ils picolent, ils se draguent, ils font la fête, et puis si vous voulez, c'est Eros et Thanatos, ils évacuent les scènes cauchemardesques de la journée comme ils peuvent le soir, ce qui est quelque chose que j'ai vécu moi en tant que reporter de guerre, je sais que c'est comme ça qu'on le fait. Mais Boris Polevoy, malgré les beuveries, malgré la drague, il est beau gosse, il a beaucoup de succès féminin, malgré la contrebande de bouteilles de vodka, et malgré le fait que lui soit vraiment particulièrement un dur à cuire, Boris Polevoy raconte qu'il fait partie d'un circuit de trafic de somnifères. Parce que l'horreur de ce qui est témoigné est tellement, il dit, dans le silence glacé de la salle d'audience. Et je le comprends, moi, particulièrement, permettez-moi une autre digression, mais moi, j'ai couvert vraiment des guerres, j'ai vu des gens mourir sous mes yeux, mourir de faim, mourir de souffrance, de torture, de maladie. J'ai même tenu la main à un ami qui agonisait pendant plusieurs heures, voilà. Et je vais vous dire que c'est plus dur pour moi, aujourd'hui, en tant qu'écrivain, de lire des témoignages à froid. Notamment, on parlait les témoignages de Marie-Claude Vaillant-Couturier. Enfin, il y a des témoignages, c'est dur de ne pas sangloter quand on les lit, si vous voulez. Et pourtant, j'ai vécu bien pire que ce que je lis. Et en fait, je pense que quand on est dans l'action, et surtout quand on est habitué, en tant que militaire, en tant que reporter de guerre, en tant que juriste aussi, on encaisse beaucoup plus que quand on écoute à froid. J'en ai parlé notamment aussi avec Philippe Sands, que j'imagine que vous connaissez du moins de nom, qui est ce très très grand juriste, avocat et auteur de best-seller qui a écrit Retour à Lemberg, qui est le grand livre sur le rapport entre Ernst Lauterpacht et Raphaël Lemkin, le rapport entre crime contre l'humanité et génocide. On va y revenir.
Donc voilà, et donc c'est une réalité à Nuremberg, elle est très dure, et si ça va trop loin, vous me le direz et j'atténuerai. Mais donc dans Nuremberg, je reviens à mon propos initial, dans Nuremberg, en fait, se déroule non pas un procès, mais 21 procès parallèles, x 4, 84 procès, d'accord ? 21 accusés, 4 langues. Donc en fait, 20 000 pages d'audience en verbatim, 20 000 pages d'annexes, 40 000 pages. Vous imaginez 400 témoins. Alors à la barre, 94 témoins, mais en tout 400 témoins. Donc vous imaginez en fait l'aspect totalement protéiforme de ce procès, avec des moments d'une intensité, d'une importance fulgurante, et entre les deux, et en cela ça ressemble d'ailleurs à la guerre, des longues plages d'ennui, interminables, et tout le monde se plaint de l'ennui, les avocats se plaignent de l'ennui, les procureurs se plaignent de l'ennui, les juges dans leur correspondance privée se plaignent de l'ennui, et les journalistes font ce qu'ils font dans ce cas-là, je suis bien placé pour le savoir, ils votent avec leurs pieds, ils désertent la salle d'audience. Il y a des moments où la salle d'audience... Et Rebecca West, qui est une très grande journaliste anglaise, une très grande chroniqueuse judiciaire, qui arrive tard dans le procès, qui arrive au printemps, dit c'était un océan d'ennui, tout le monde voulait partir avec la fébrilité d'un patient assis sur une chaise de dentiste qui vient de subir la roulette de la fraise sur ses dents, pour donner l'idée du degré de satiété, d'exaspération presque. Et Rebecca West, très finement d'ailleurs, analyse que bon, il y a donc toutes ces raisons à l'ennui, et puis il y en a une de plus, c'est que à un moment, quand même, les nazis, après avoir été très arrogants, avoir eu beaucoup de morgue au début notamment, à un moment comprennent qu'ils ont perdu, et comprennent qu'ils ont un rendez-vous à plus ou moins courte échéance avec la corde. Non seulement ils comprennent qu'ils ont perdu juridiquement, en plus ils comprennent qu'ils n'ont... Et ça, c'était un motif de fureur pour eux, vraiment de grande colère. D'ailleurs, c'est le motif pour Göring, de Göring pour se suicider. Ils ne seront pas fusillés comme des militaires, ils seront pendus avec indignité comme des criminels ordinaires, sans insigne militaire, sans uniforme. Voilà. Et à ce moment-là, leurs avocats, qui sont des bons avocats, qui sont parfois suspects de complicité ou de complaisance avec le nazisme, mais pas tous, et qui sont en tout cas des bons avocats au sens technique du terme, et c'était très important, notamment pour le procureur américain, Jackson, le grand génie du droit qui organise ce procès, parce que c'était important que ce soit un fair trial, un procès juste. Et dans un procès juste, même le pire des criminels a le droit à un bon avocat qui le défende, qui lui cherche des circonstances atténuantes, ou qui lui cherche des... Ils ont rarement cherché les circonstances atténuantes, mais ils ont beaucoup cherché, par exemple, quelque chose qui existe en droit international et qui est très important, qui a beaucoup affaibli l'accusation, qui s'appelle le tu quoque, le toi aussi, comme dans la formule de César, tu quoque mi fili. Et le toi aussi, ça veut dire qu'en droit international, on n'a pas le droit d'accuser quelqu'un d'un crime qu'on a soi-même commis. Si vous allez voir le film avec Russell Crowe qui sort demain au cinéma, notamment on a voulu accuser les nazis de guerre d'agression, notamment pour l'annexion de la Norvège, et on s'est rendu compte, les procureurs anglo-saxons se sont rendus compte que les avocats des nazis avaient les preuves que les Anglais voulaient au même moment attaquer la Norvège pour faire exactement la même chose, c'est-à-dire empêcher l'adversaire d'avoir les mines d'étain, des différentes mines de minerais qui permettaient de soutenir l'effort de guerre. Donc là, vous avez un cas flagrant de tu quoque qui est très compliqué. Du coup, d'ailleurs, ça a été sorti de l'accusation. Les Anglais tenaient beaucoup à ce qu'on qualifie de crimes de guerre les bombardements de Londres, et surtout les bombardements, les carpet bombing, enfin les bombardements systématiques de Coventry notamment. Donc les villes anglaises industrieuses industrielles qui ont été vraiment bombardées de façon massive et indiscriminée. Et là, si vous voulez, très vite, quelqu'un a dit oui, mais enfin, vous avez vu Dresde, vous avez vu Nuremberg, même Nuremberg détruit à 90%. Ça va être très compliqué d'accuser les nazis de quelque chose alors que la RAF a fait quelque chose de très similaire. Et puis, vous avez peut-être quand même en arrière-pensée pour la US Air Force, Hiroshima, Nagasaki, ça va être très compliqué. Donc, par exemple, cette accusation-là a été sortie.
Et donc, pour finir sur l'ennui, sur le côté multiforme, du coup, l'un des grands facteurs d'ennui a été que les avocats, à un moment, se sont dit, puisque quand même nos clients sont indéfendables, on va jouer la montre, pour prendre une métaphore de football. C'est-à-dire on va prolonger les audiences, parce que, si vous voulez, chaque jour de prolongement de l'audience, c'est un jour gagné pour un condamné à mort. Donc si on est un avocat et qu'on défend un futur condamné à mort, on gagne un jour. Et on gagne pas un jour de façon... Enfin, c'est pas juste un jour, en fait. C'est aussi un jour qui se joue dans un contexte où les nazis et les avocats nazis, ou disons en tout cas les avocats allemands, disons, très imprégnés de la parole hitlérienne, de l'idéologie du Reich quand même, ils ont passé 12 ans de lavage de cerveau complet, faut s'en souvenir, pensent notamment à cette grande prédiction hitlérienne qui est de dire il faut qu'on se batte suffisamment longtemps parce que si on tient, l'armée rouge et les Américains vont s'entretuer. Et il y aura un conflit bien supérieur à celui avec le Reich, qui sera celui entre les soviétiques et les Américains. Et à ce moment-là, les Américains se rendront compte qu'ils ont besoin de nous contre les communistes, contre la pègre rouge. Voilà. Et ça, c'était le discours du Reich. Et évidemment, si vous voulez, quand le 5 mars, à Fulton, dans le Missouri, Churchill, qui n'est plus Premier ministre, qui a été battu, mais bon, qui est quand même le grand homme de la guerre, d'une certaine manière, d'autant plus que Roosevelt est mort, prononce son discours de Fulton, qui dit « un rideau de fer s'est abattu sur l'Europe », en fait, il ouvre ce qu'on appelle la guerre froide. Et il y a les images d'archives du procès où on voit les accusés, notamment Göring, le lendemain, le 6 mars, ils n'avaient pas accès à la presse officiellement, mais en fait, leurs avocats, pendant les ruptures d'audience, les pauses dans l'audience, lisent les journaux, et si vous voulez, ils lisent comme ça, en mettant très longtemps, et on voit sur l'image un Göring goguenard juste derrière qui se penche pour lire en fait le journal au-dessus de l'épaule de son avocat, comme un mauvais élève à l'école qui triche sur la copie de son voisin. Il s'en cache même pas d'ailleurs. Et ils sont jubilatoires. La prédiction du Führer s'est révélée, c'est réalisé. La guerre va commencer. Et beaucoup d'Allemands considèrent que la guerre va commencer. Et donc évidemment, dans ce contexte-là, prolonger, étirer l'accusation et la défense, c'est raccourcir les délais avant cette guerre russo-américaine qui, du coup, de facto, dans les fantasmes nazis, rendrait le tribunal caduc. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire, cette longue entrée en matière, pour vous dire que le procès est trop multiforme, je pense, pour en donner pour donner, en fait, sur quoi que ce soit dans le procès, une réponse catégorique et tranchée. Donc ce débat, dans sa manière purement, disons, tranchée, noir ou blanc, est-ce que la Shoah a été prise en compte ou pas, position d'Annette Vivorka, position de Christian Delage, on ne peut pas vraiment la trancher. Ce que je peux vous faire, et ce que je vais faire maintenant, c'est vous donner les éléments pour ou contre, à charge ou à décharge, si on veut, et en essayant de comprendre dans leur contexte pourquoi ils ont eu lieu comme ceci ou comme cela. Donc la première chose, et ça c'est assez important pour rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'il faut être honnête sur quelque chose, juger les crimes des nazis en tant que tels, et à plus forte raison la Shoah, qui est un anachronisme qui n'existait pas à l'époque dans le vocabulaire des Alliés, le terme holocauste n'existait pas non plus, et même le terme solution finale a été révélé à Nuremberg. C'est un terme que moi je trouve complètement impropre. Je n'ai jamais compris qu'on se serve d'un vocable nazi pour parler de cet événement. Donc, en tout cas, les crimes au sens très très général, et à plus forte raison les crimes dans les camps, pour les appeler comme ça, qui était une des litotes de l'époque, une des périphrases, puisqu'on ne savait pas très bien de quoi on parlait au début, n'est absolument pas l'objectif de Nuremberg. Il ne faut pas se leurrer. L'objectif fondamental du procès de Nuremberg, et d'ailleurs il est exprimé comme tel par le procureur Jackson dans son discours d'ouverture
le 20-21 novembre, qui est un des plus grands discours jamais prononcés dans l'histoire du droit mondial. Le procureur Jackson a eu des faiblesses, sa position s'est délitée au fur et à mesure au fil du procès, notamment face à Göring, c'est l'objet du film si vous allez voir, mais c'est un très très grand penseur du droit, c'est un très très grand juriste, c'est un homme à qui vraiment l'humanité doit beaucoup, et son discours d'ouverture est un procès, est un discours, enfin j'en connais encore des passages par cœur, et il dit notamment nous devons, l'humanité doit juger les nazis pour ces crimes, ne serait-ce parce qu'elle ne pourrait pas survivre à leur répétition. Mais quand on parle des crimes nazis dans ce contexte-là, c'est les crimes contre tout le monde, y compris les civils, mais fondamentalement, ce sont les crimes de guerre et c'est surtout le crime de guerre d'agression. Et il faut se souvenir que donc les 4 actes d'accusation de Nuremberg, les 4 crimes, puisqu'on a dit que c'était une procédure anglo-saxonne, on ne juge les gens que sur l'acte d'accusation. Les 4 crimes qui sont dans l'acte d'accusation, alors le premier, en fait qui est le plus complexe, je devrais l'employer à la fin, mais je vais quand même les mettre dans l'ordre, c'est celui de complot, conspiracy en anglais. Alors ça, à l'époque, personne, sauf les Américains, ne comprennent ce que ça veut dire. En fait, c'est un acte d'accusation américain qui a servi pour condamner les complices d'Al Capone. C'est un concept anti-mafia. Aujourd'hui, en droit français, on comprendrait mieux ce que ça voudrait dire. C'est par exemple complicité d'association de malfaiteurs à visée terroriste. Mais à l'époque, en droit, l'idée d'être coupable par association d'intention, les Français comprennent absolument pas ce que ça veut dire, les Soviétiques non plus, les Allemands non plus, les Anglais trouvent ça un peu tarabiscoté, et les Américains insistent, mais en fait ça passera assez mal. Le deuxième acte d'accusation, et c'est, ne nous l'aurons pas, la raison fondamentale du procès de Nuremberg du point de vue des Alliés en 1945, c'est la guerre d'agression, le crime de guerre d'agression. Et c'est ce crime-là qui est la motivation centrale de tout le procès. Et d'abord pour condamner les nazis de l'avoir commis, et surtout, et c'est là où il y a une forme d'idéalisme et de pragmatisme d'ailleurs, tout simplement, pour le rendre illégal et le rendre impossible à l'avenir. C'est en cela que c'est un procès fondateur du droit international, mais même de la politique internationale. C'est ça qu'on souhaite à Nuremberg. C'est juger, condamner et rendre impossible le crime d'agression, le crime de guerre d'agression. Vladimir Poutine n'est visiblement pas au courant, mais c'est la réalité. Et le troisième crime, c'est le crime de guerre, mais qui est compris comme un corollaire du deuxième. C'est le crime d'avoir commis la guerre et, en plus, d'avoir commis une guerre sale. Notamment, à l'époque, les regards se portent vers l'Est. C'est pas vraiment, on pense pas à l'Europe, on pense pas aux déportés, on pense à Barbarossa. On pense aux villages entiers brûlés en Biélorussie, à l'est de la Pologne, en Ukraine, en Russie, aux prisonniers de guerre emprisonnés ou exécutés en violation des conventions de Genève, etc. Et le quatrième acte d'accusation, c'est le crime contre l'humanité. Et là, effectivement, mais c'est le quatrième, et là, effectivement, il y a quelque chose d'assez révolutionnaire, qui est ce crime, qui est nouveau, qui est défini, vous le savez, de manière rétroactive, et qui est défini aussi comme étant imprescriptible. Et là où c'est absolument révolutionnaire, et c'est là où Nuremberg va être extraordinaire, mais qui n'est pas défini ex ante, c'est-à-dire qui n'est pas défini dans la Charte de Londres, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que tout ceci est défini par une négociation diplomatique, puisqu'on crée du droit, on crée quelque chose de complètement nouveau. Donc il y a de âpres négociations à Londres, fin juillet, début août 1945. Le représentant français, qui s'appelle Robert Falco, qui est bilingue, est un juge de la Cour de cassation qui a été démis de ses fonctions par Vichy, parce que juif, radié de la fonction publique, mais qui a été qui a survécu et qui a pas été inquiété pendant la guerre, qui s'est tenu très discrètement à l'écart et qui a été envoyé par le gouvernement provisoire à Londres. C'est lui qui va admirablement négocier la position française et il sera à Nuremberg puisqu'il est le second juge de Nuremberg. Le premier étant Denodieu de Vabre,
l'oncle du ministre que certains d'entre vous connaissent, et qui n'a pas mené une grande guerre, mais qui était considéré comme le grand spécialiste français du droit international, professeur en Sorbonne avant-guerre, etc. Et donc quand on s'est retrouvé à Londres, il a fallu négocier, et en fait les soviétiques n'arrêtaient pas de dire attention, vous vous transformez en assemblée constituante, vous êtes en train de créer du droit, et les anglo-saxons n'arrêtaient pas de leur dire non, pas du tout, mais ils n'en pensaient pas un mot. En fait, ils savaient parfaitement qu'ils étaient en train de créer du droit. Et notamment, ils le savaient d'autant plus que, une fois de plus, on est dans un cadre mental de droit anglo-saxon, donc c'est ce qu'on appelle le soft law, c'est-à-dire c'est du droit jurisprudentiel. Le droit se crée au fil de la plume, au fil des jours. La jurisprudence crée le droit. Donc ils savaient qu'ils le créaient. Et dans ce contexte-là, après d'âpres négociations, poussées par les Anglais, les Alliés, notamment les Soviétiques qui étaient réticents, ont accepté un quatrième acte d'accusation qui est le crime contre l'humanité. Et donc pour y revenir, la notion de responsabilité individuelle du dirigeant dans ces crimes n'a pas été définie à Londres. Tout ça fait partie un peu des tours de passe-passe juridiques qui vont se révéler, parfois intentionnellement, mais très souvent en fait qui vont se révéler à eux-mêmes au fil du procès. D'accord ? Et pour venir vraiment au cœur du débat pour nous, un homme est là. Donc les Anglais sont conseillés par Hersch Lauterpacht, qui vient d'une ville qui est polonais d'origine, qui vient d'une ville qui s'appelle Lemberg, mais qui est devenu un grand professeur, qui est juif polonais d'origine, qui est un grand professeur à Cambridge, qui est un homme très reconnu dans l'establishment britannique, qui est le professeur de droit principal à Cambridge. Et cette ville qui s'appelle Lemberg, donc qui après s'appellera qui était autrichienne, qui est devenue polonaise, qui s'appellera Lvov, elle s'appelle aujourd'hui Lviv, c'est la deuxième ville d'Ukraine. Et à 3 ou 4 pâtés de maison de lui, a grandi un autre juriste, avocat, donc aussi juif polonais, mais qui lui a fui le nazisme et qui est allé jusqu'aux États-Unis, qui lui s'appelle Raphaël Lemkin. Et Raphaël Lemkin, un peu tout seul dans son coin, a créé ce fameux néologisme dont on a touché un mot, génocido, tuer un peuple, gréco-latin. Et Lemkin est là en tant que conseiller officieux, il est dans l'équipe américaine. Il a notamment l'oreille du fils du procureur Jackson, qui s'appelle William Jackson, qui est un officier de marine et aussi un juriste, et qui essaye donc d'imposer comme la possibilité qu'il y ait un 5e acte d'accusation qui serait celui de génocide. Et ça passe pas. Ça passe pas d'abord parce que c'est trop novateur. Ensuite parce que les soviétiques, ils sont tous sauf des idiots, comprennent très vite qu'il y a quand même une différence ontologique entre le crime contre l'humanité et le crime de génocide. En pratique, là je reprends les termes de Philippe Sands, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, ou mieux que l'autre, ou plus chic que l'autre, ou plus grave que l'autre. Ils ont la même valeur juridique. Ils sont imprescriptibles, ils sont universels, ils sont rétroactifs. Ce sont les 2 seuls crimes qui sont dans cette catégorie-là, dans toute l'histoire du droit. Donc il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Mais le crime de génocide a une dimension plus politique, puisqu'il implique l'intention de tuer un groupe, un peuple, un groupe ethnique, un groupe religieux, un groupe, voilà, en tant que peuple, en tant qu'entité. Alors que le génocide, c'est une somme d'homicides individuels. Même s'il y a eu 6 millions d'homicides, ce sont 6 millions d'individus juxtaposés. Vous voyez ? Alors que dans un cas, le cas du génocide, juridiquement, même s'il y a, je ne sais pas, 100, 200, j'en sais rien, 1000 morts, si la mort suit des discours, des appels à la haine, des appels au meurtre de ce groupe-là en tant que groupe, on peut prouver l'intentionnalité génocidaire. Et ça, les Russes le comprennent, les Soviétiques le comprennent. Et ils se souviennent qu'il y a, on ne le sait pas encore à l'époque, mais on s'en doute, 2, 3, 4 millions de morts dans le Holodomor, c'est-à-dire la mort organisée des Ukrainiens. Ils savent qu'il y a des déplacements de population
des déportations de populations, parfois des déportations sans intention de donner la mort, mais avec beaucoup de morts, et d'autres fois des déportations qui ressemblent à des intentions de donner la mort. Il y a certains peuples caucasiens, les Ingouches, les Tchétchènes, etc., qui sont déplacés par Staline dans des proportions... Bon bref, donc ils n'ont aucune envie qu'on vienne créer du droit sur quelque chose qui pourrait se retourner contre le petit père des peuples. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, et là je me tourne vers Philippe Sands, qui l'a très très bien démontré, Lauterpacht lui-même est assez hostile à la notion de génocide. Et les Anglais en général, d'ailleurs, qui sont un peuple du droit quand même très ancien, très classique, déjà trouvent ça un peu trop révolutionnaire comme notion. Et Dezio, et ça les termes sont assez blessants presque de Lauterpacht, Lauterpacht dit mais ne nous transformons pas nous-mêmes en nazis, c'est-à-dire n'adoptons pas dans le droit une posture qui viendrait à nier l'individualité des victimes. Et Lauterpacht est très écouté à l'époque, très très écouté, c'est quelqu'un de très important. Et d'ailleurs, voilà, donc, il prévaut à Nuremberg. Donc, pour toutes ces raisons, le crime contre l'humanité est présent juridiquement à Nuremberg et va devenir petit à petit central, mais le génocide, qui équivaut en termes de pratiques criminelles, mais qui n'est pas équivalent en termes de pratiques légales et morales et politiques, le crime de génocide, lui, n'est pas officiellement à Nuremberg. Or, dans le crime de génocide, évidemment, il y a l'ombre portée de la Shoah. Parce que quand vous dites une volonté de tuer tout un peuple, évidemment, de facto, ça pose la question quel peuple ? Vous voyez ? Alors que dans le crime contre l'humanité, c'est l'humanité avec un grand H. Les gens peuvent être plutôt de telle ou telle catégorie de population. Tout le monde sait que les Juifs sont les victimes principales. On parle beaucoup des communistes aussi à l'époque, beaucoup des témoins de Jéhovah, beaucoup moins des homosexuels, presque pas des handicapés mentaux. Mais voilà, donc le génocide est un peu l'absent, en tout cas, de l'acte d'accusation. Pour autant, et c'est en ça que je dis que c'est un procès multiforme, il est prononcé, le mot est prononcé, notamment dans les réquisitoires anglo-saxons et américains au début du procès. Et puis il va être plus ou moins oublié ou écarté. Et Raphaël Lemkin, dont les parents sont morts en déportation, dira « Le jour où on a écarté le terme de génocide du procès de Nuremberg fut le pur jour de mon existence. Pire que le jour où j'ai appris que mes parents étaient morts. » Donc c'est pour vous dire à quel point, pour lui, c'était une déception. Mais, mine de rien, le terme continue d'exister, bon an, mal an, au fil du procès. Et à la toute fin, et ça c'est filmé, le procureur français Champetier-Dribes le prononce 2 fois de suite en l'espace de quelques secondes, en moins d'une minute, dans son réquisitoire final. Et là, on voit très fortement l'intention que ce soit dans les verbatims, dans les minutes du procès, mais aussi que ça rentre dans le vocabulaire. Et on voit on veut que ça rentre dans le vocabulaire français, en l'occurrence. Et les Français se sont beaucoup emparés de cette notion, du coup, à la fin du procès, peut-être lié notamment à cause, grâce à Marie-Claude Van-Couturier, à son témoignage, on va y revenir. Et comme Jean-Claude Lévin l'a rappelé, mine de rien, donc Nuremberg n'officialise pas le génocide, mais moins de 2 ans après, la charte de Chaillot, la charte de Paris, qui est signée au Palais du Trocadéro, qui s'appelle la charte de l'ONU pour la prévention du crime de génocide, cite Nuremberg dans son préambule et dit nous établissons cette charte dans la continuité des je cherche la formule exacte que j'ai oubliée, mais dit dans la continuité, en gros, j'ai oublié les termes exacts, mais des principes du droit établis par Nuremberg. Donc la charte de l'ONU reconnaît, mais ce n'est pas la seule, l'importance de Nuremberg pour créer du droit et explicitement le fait sur le génocide. Donc voilà, ça c'était pour parler de l'aspect génocidaire, enfin de la notion de génocide. Sur la notion des camps eux-mêmes, là aussi, c'est très ambigu.
il y a ce moment qui surgit très vite, très tôt dans le... Je regarde ma montre pour savoir depuis combien de temps je parle et si je peux continuer ou si... parce que vous me faites des signes si je commence à être trop long. Donc au début du procès, très vite le procès dérape. Les nazis fanfaronnent. Il y a même des images assez incroyables. On les voit octer de rire et on voit Ribbentrop et Göring s'essuyer une larme de rire tellement en fait ils rient de cette justice infiniment petite bourgeoise, si vous voulez, infiniment procédurière. Eux sont habitués à une violence tellement plus théâtrale, tellement plus cruelle, tellement plus immédiate. Il faut se souvenir que même pas 6 mois avant, il y a le procès du complot contre Hitler, avec le procureur qui agite un croc-de-boucher, qui dit « vous allez pendre à ce croc-de-boucher d'ici quelques jours », qui injurie les accusés, qui leur crache dessus, et qui hurle dans la salle d'audience. Et c'est absolument vrai, les gens seront pendus à des crocs-de-boucher. Vous savez, l'attentat du bunker contre Hitler. Donc eux, au début, ils sont impressionnés, puis très vite, ils rigolent. C'est très paperassier, c'est très petit bourgeois, c'est très timoré d'une certaine manière. Et ces monstres sauvages, quand même, que sont les... Enfin, pas sauvages, justement, mais ces monstres que sont les nazis, se gaussent de la procédure. Et le procureur Jackson comprend qu'il est en train de faire fausse route. Et du coup, il inverse le calendrier de l'accusation. Et le jeudi 29 novembre, en début d'après-midi, la salle d'audience, tout d'un coup, est plongée dans le noir. Il faut savoir, c'est grand, mais c'est à peu près la taille de cette pièce, la salle 600 du palais de justice. Il y a un étage qui a été fait par les types des forces spéciales américaines. Enfin, c'est des prisonniers SS qui ont reconstruit la salle. Il fallait les fouiller, parce que tous les soirs, ils essayaient de garder une pelle ou quelque chose pour en faire une arme. Et ils utilisaient leur briquet pour se brûler la peau, pour enlever leur tatouage SS. Donc ça sentait toujours la peau cramée, dans la salle d'audience pendant les procès. Pendant les travaux. Et les travaux ont continué jusqu'à juste avant le procès. Et donc dans cette salle d'audience, je fais un petit aparté, c'est pas comme une salle normale, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez en tête, mais en gros, là où je suis, là où devraient y avoir les juges, en fait, il y a un écran, les juges sont là, les accusés sont là, et tout le public, c'est les procureurs, il y a 70 places pour les procureurs, mais après, derrière, il y a 300 places pour les journalistes. Et les VIP, à part quelques rares VIP qui sont tout au début là, mais en fait, ils sont dans le poulailler, pour employer une métaphore de théâtre. C'est-à-dire, ils sont dans le balcon au premier étage. Et donc, la place centrale, derrière, l'endroit le plus visible, en fait, c'est un écran. Et le jeudi 29 novembre, dans l'après-midi, et les rideaux sont tirés. Et le jeudi, l'écran est baissé, on est plongé dans le noir, et là est projeté pour la première fois dans l'histoire, le premier film preuve de l'histoire. La première fois qu'un film est employé comme preuve. Il y a un affidavit au début qui dit ces images sont des images véridiques, non truquées, tournées à Bergen-Belsen par l'armée anglaise et à Buchenwald et Dachau par l'armée américaine. Le 24, 25, et il donne des dates en avril. Et là, c'est la stupéfaction. Il y a des passages extraordinairement forts, notamment Joseph Kessel décrit la scène avec une force inouïe, parce que l'OSS, donc l'ancêtre de la CIA, et Jackson, qui est un grand lecteur de Shakespeare, a eu cette idée assez foudroyante, c'est que la salle est plongée complètement dans le noir, hormis les accusés pour lesquels on a mis un fin liseré de lumière, un néon, qui est une technologie assez moderne pour l'époque, dans le pli du bois du box des accusés, et qui du coup rétroéclaire leur visage. Et donc dans cette salle plongée dans le noir, on ne voit que deux choses. On voit l'écran, sur lequel on voit donc les toutes premières images que personne n'avait jamais vues. Les gens suspectaient, mais personne n'avait vu les images des camps. Et on voit le visage des nazis en train de découvrir eux-mêmes ces images-là. Et en fait, pour le procureur Jackson, c'est Hamlet, acte 3, scène 2, c'est-à-dire c'est cette scène de la révélation. Je ne sais pas si vous êtes des lecteurs de Shakespeare, mais donc Hamlet suspecte les accusés, en l'occurrence son oncle, d'avoir tué son père, et il ne peut pas le prouver, il fait venir des acteurs, et il fait jouer aux comédiens les circonstances du meurtre, et il demande à son ami d'épier le suspect pour voir si le rictus de honte sera comme un aveu. Et en fait, Jackson cherche un aveu quasi shakespearien dans la salle à ce moment-là.
Je vous invite à lire, ça s'appelle Jugement dernier, c'est un recueil qui a été fait des livres, des reportages de Kessel. Kessel était présent au procès Pétain, au procès Nuremberg et au procès Eichmann. Et les éditions Taillandier en ont fait un livre remarquable, enfin un recueil remarquable. Et il écrit, il dit voilà, et dans toute cette salle, on ne voyait que 2 rangées de spectres, celle sur l'écran de cinéma et celle bien vivante à gauche qui contemplait sa propre œuvre. Et il termine en disant voilà, et les spectres les plus effrayants n'étaient pas à l'écran, ils étaient ceux vivants, l'incarnation du mal. Et nous autres qui dans la salle voyions ce spectacle, savions, et c'est la chute, savions que nous contemplions un spectacle unique dans la durée des hommes. C'est la chute de son article. Donc là, vous avez la révélation de la Shoah. Vous avez en tout cas la révélation des camps de concentration. Mais il y a un problème. Si on regarde le film américain, qui s'appelle Nazi Concentration Camps, qui est à la fois un film remarquablement bien tourné et un élément de preuve, puisqu'il est produit comme preuve, le mot juif n'est pas prononcé. Et chaque victime, on dit ce survivant biélorusse, ce survivant ukrainien, ce survivant belge, ce survivant tchèque, ce survivant polonais. En fait, on voit, il y a un Américain d'ailleurs qui met en avant, et lui pour le coup ils disent il est américain, et c'est un soldat qui a été fait prisonnier, à Dachau. Mais 95% 19% des corps, des victimes qu'on voit sont évidemment juives, et les survivants que l'on filme, et même parfois qui sont interviewés, ne sont jamais exprimés dans le fait qu'ils sont juifs. On comprend jamais qu'ils ont été, c'est jamais verbalisé. Donc c'est quand même avec le recul sidérant. Quand on découvre la chose aujourd'hui, c'est sidérant, il n'y a pas d'autre mot. Mais c'est une réalité de l'époque. Pourquoi ? On pourrait psychanalyser la chose. Peut-être que c'est l'inculture de l'armée américaine à ce moment-là, quand ils tournent en avril-mai. Pourtant, les frères Schulberg, donc qui sont fils d'un très grand scénariste américain et qui font partie de l'équipe de l'OSS, qui va récupérer ces films, les monter et puis les montrer, les frères Schulberg sont juifs et ils sont conscients que ce sont des survivants juifs ou des victimes juives. Mais voilà, c'est un non-dit de l'époque, c'est pas dit, j'ai pas d'explication, on pourrait en parler des heures, mais voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est assez étonnant, je ne peux que le poser. Autre chose, dans la même veine, si vous voulez, toute la succession des crimes assez abominables qui sont décrits pendant tout le mois de novembre, décembre, janvier, notamment celle qu'on appelait la femme du boucher de Buchenwald, qui avait cette collection c'est elle qui avait cette fameuse collection de pots, de lampadaires, d'abat-jours en cuir tanné, enfin tout ça. On n'exprime jamais l'identité des victimes. La fameuse tête réduite qu'on voit beaucoup sur des images à l'époque, comme une tête de Givaro, on dit toujours un Polonais par exemple. Voilà, c'est un Polonais. On ne dit jamais en fait que c'est un déporté juif. Et ça, c'est quand même quelque chose de très constant. Si vous voulez, au début, on se dit bon, c'est un peu un lapsus freudien, c'est l'époque et tout ça. Et quand on étudie au fur et à mesure des jours, la répétition de l'omission est quand même sidérante. Et on en vient du coup au fameux témoignage de Marie-Claude Varan-Couturier, le 28 janvier. La date n'est pas anodine, évidemment, parce que en l'occurrence, donc c'est le 27 janvier qui a été retenu comme date de découverte d'Auschwitz, mais en réalité, il y a toujours eu un peu un flottement entre le 27 et le 28, parce que l'armée rouge est rentrée le 27, est ressortie, est revenue le 28, et par exemple à Nuremberg, notamment les soviétiques considéraient que c'était le 28 la jour. De même que les soviétiques célèbrent la fin de la guerre le 9 mai et pas le 8 mai pour plein de raisons, d'ailleurs très intéressantes. Bon, en tout cas, Marie-Claude vient là, et elle, Jean-Claude Lévin l'a un peu dit, mais c'est très important de le souligner. Elle fait son témoignage. Son témoignage est un coup de théâtre, c'est un coup de tonnerre même, je ne sais pas comment. On ne peut pas. C'est un témoignage fondamental qui vraiment est un coup de tonnerre dans la salle d'audience. Il est révolutionnaire à plein des titres, pour plein de raisons. D'abord, on l'oublie, mais c'est la première victime en fait à témoigner. C'est-à-dire que sur les 94 témoins physiques de Nuremberg, presque tous en fait sont des nazis ou des types très compromis.
L'accusation fonde les témoignages sur des témoignages de gens compromis qui se dédouanent. Donc il y a Otto Ollendorf, c'est un des types des Einsatzgruppen, c'est un officier des SS, des Einsatzgruppen, et Vialecki aussi, etc. Et là, c'est la première fois qu'une survivante témoigne. Deuxièmement, c'est la première femme qui témoigne. Ça sera d'ailleurs une des seules à témoigner. Troisièmement, et là, vous connaissez tous son témoignage, qui est d'ailleurs bouleversant, elle témoigne vraiment la tête haute, elle ne se pose pas en victime, elle se pose en survivante, et en fait, en survivante victorieuse. Et c'est assez important. Et surtout, et c'est à ça que je veux en venir, elle se met à décrire Auschwitz, et c'est vraiment... elle a des témoignages, des passages que vous connaissez peut-être ou pas, elle décrit vraiment des scènes d'horreur absolue, sachant qu'ils en avaient déjà marre à Nuremberg à ce moment-là, des horreurs nazies. Et les juges se plaignaient d'en avoir trop entendu presque. Thomas Dodd, par exemple, le procureur adjoint, qui pourtant est un féroce juriste et un juriste très intelligent, qui écrit à sa femme plusieurs fois par semaine, il dit « Ah là, ces témoignages, on a l'impression de lire un article sur les inondations en Chine. C'est des millions de morts, des dizaines... Tout est toujours en milliers. Des milliers d'églises brûlées, des centaines de milliers de morts, il trouve qu'il y a une forme de déshumanisation dans le volume des horreurs, si vous voulez. Et en l'occurrence, quand Marie-Claude Varan-Couturier témoigne, le juge, qui est très chic, qui est très proper, qui est quelqu'un de très important, c'est Sir Jeffrey Lawrence, c'est le seul à parler. Il y a 8 juges, 2 par nation alliée, jugeante, mais le seul qui parle, en fait, c'est le président du tribunal, Sir Jeffrey Lawrence, qui est un personnage considérable puisqu'il est le Lord Justice d'Angleterre. Donc dans la hiérarchie britannique, c'est la 2e personne la plus importante d'Angleterre après le roi d'Angleterre. Autant vous dire que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être écouté et pas d'être interrompu, et qui a une certaine idée de sa dignité, disons. Et fait rarissime pendant le procès, il interrompt Marie-Claude Varan-Couturier et lui dit « Écoutez, c'est bon, ça suffit, on sait ce que c'est que les horreurs des nazis. » Et il dit « On sait ce que c'est que les horreurs des camps de concentration. » Et là, c'est Champetier de Ribe, dont j'ai parlé, qui se lève pour dire « Écoutez, excusez-moi, monsieur le juge, mais vous avez entendu parler de quelque chose qui s'appelle un camp de concentration. Cet témoin est là pour vous témoigner, pour vous expliquer quelque chose son terme n'est pas, il n'emploie pas le terme ontologiquement différent, mais en l'occurrence c'est ce qu'il veut dire, de fondamentalement différent, qui est un camp d'extermination, qui est un camp où l'on est envoyé pour mourir. C'est pas la même chose que d'être envoyé pour travailler, d'être mal nourri, d'être battu, et peut-être de mourir de maladie ou de malnutrition. C'est pas la même chose conceptuellement, vous le savez bien. Et ça, personne ne l'avait mesuré. Et là, ce jour-là, c'est révélé. Et Marie-Claude Varan-Couturier ne cesse de dire pendant son témoignage « Et moi, j'ai survécu parce que je ne suis pas juive ». Elle ne cesse de le dire. Donc là, si vous voulez, il y a vraiment un basculement dans Nuremberg, dans le procès. C'est la notion de camp d'extermination est affirmée, et la dimension juive des victimes des camps d'extermination est verbalisée. Donc quelque chose qui était un peu, on savait, si vous voulez, devient inéluctable, devient central, devient fondamental en fait dans le procès. Et on ne peut pas, de ce point de vue-là, dire que Nuremberg a été dans le déni. Comme je vous disais, je ne suis pas en train de nier qu'il a été dans le déni. Je suis en train de vous dire ce procès est multiforme et on peut en retirer des choses très différentes les unes des autres. Mais elles existent et elles coexistent. Voilà. Et de même que le témoignage de Marie-Claude Varan-Couturier coexiste avec l'autre témoignage fondamental qui sera le point de bascule du procès, qui est celui de Rudolf Höss, non pas Hess mais Höss, le 15 avril, et qui lui était le directeur d'Auschwitz. Et qui paradoxalement est amené comme témoin par la défense, par l'avocat de Ernst Kaltenbrunner, le chef de la Gestapo, qui fait une erreur de calcul en fait, qui comprend pas très bien, qui se fait un peu berner, mais donc qui amène. Donc Höss vient d'être fait prisonnier, il se cachait comme ouvrier dans une usine porcine à la frontière danoise. Il a été capturé grâce à une dénonciation de sa femme.
et on a trouvé son alliance, et c'est avec son alliance qu'on a trouvé qu'il avait gardé son alliance avec donc son vrai nom. C'est sa femme qui l'a balancé. Et il a été envoyé du coup en avion. Il est arrivé en sentant le purin, le lisier de porc, hein, en bleu de travail, couvert d'excréments. Et à la sortie de l'avion, il arrive comme ça. Je le raconte dans mon livre, la scène est véridique. Et voilà. Et puis le lendemain, il témoigne. Et 2 jours après, il est à la barre et il témoigne. Et son témoignage, donc, est le point de bascule dont je vous parlais tout à l'heure, où les nazis comprennent que leur position est indéfendable et le sera à jamais. Et c'est aussi... Alors, il y a déjà eu Willy-Sensky qui était l'un des agents principaux de la solution finale, donc tout ça a déjà été démontré. Mais quand Rudolf Höss vient présenter Auschwitz, et qu'en plus, en nazi totalement fanatique, en industriel de la mort, il se trompe dans les chiffres, et il se vante de plus de 2 millions de morts, alors que Auschwitz c'est 1 million. D'ailleurs, son témoignage servira après aux négationnistes, servira à des gens comme Forisson et des choses comme ça. Mais bon, bref, donc quand il fait ce témoignage, il y a les images, on voit Göring qui se regarde, qui se frappe le front, qui dit quel idiot, et ils comprennent que leur position est indéfendable à jamais. Et donc, il y a la prise en compte et la prise de conscience de la Shoah est absolument avérée et incontestable, je pense, à partir de ces 2 éléments-là, et qui sont centraux. Je me tourne vers... J'ai l'impression d'avoir parlé depuis longtemps. Je peux peut-être m'arrêter là. Oui, je peux ouvrir à des questions. Je vais juste rajouter peut-être une toute petite chose. Je vais être bref. Mais donc l'un des héros de mon livre s'appelle Ernst Michel. J'en parle parce que c'est un personnage extraordinaire. C'est le seul survivant d'Auschwitz. C'est le seul survivant de la Shoah qui est présent à Nuremberg en tant que journaliste. Et il signe ses articles 10, 49, 95. Il signe ses articles du numéro qui lui a été tatoué par les SS à Auschwitz. Et j'en parle parce que, figurez-vous qu'on me pose souvent la question, je fais une suite à mon livre qui est une biographie d'Ernst Michel que je fais que j'écris en ce moment avec sa veuve qui est encore en vie, qui vit à New York, Amy Goldberg. Et elle m'a rappelé quelque chose que j'avais lu dans ses témoignages, mais sans faire attention. C'est que, donc il était à Bouna, donc Monowitz, Auschwitz 3, d'ailleurs avec Primo Levi. Et il s'en souvient pas, et vice-versa. Mais ils étaient ensemble dans le même bâtiment, même. Il parle des mêmes gens, donc c'est comme ça qu'on le sait. Et Amy m'a dit que, donc Ernst est décédé maintenant, il est décédé il y a quelques années. Ernst Michel considérait que le plus grand jour de sa vie, le jour le plus frappant de sa vie, c'était pas le jour où il est rentré dans le tribunal et qu'il s'est retrouvé à 6 ou 7 mètres de Kaltenbrunner, et il décrit la scène est assez bouleversante. Il décrit qu'il est obligé de s'agripper à la chaise pour ne pas sauter au-dessus du banc des journalistes pour aller secouer Kaltenbrunner et lui dire « Mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez tué mes parents, ma sœur, mes meilleurs amis? Pourquoi vous m'avez volé mon enfance, ma jeunesse ?» Parce que lui a été déporté à l'âge de 16 ans. Et il dit c'est pas ce jour-là, le jour le plus sidérant pour Ernst Kaltenbrunner, pour Ernst Michel, ça a été le jour où les soviétiques qui étaient en charge de l'accusation de l'Est, c'est-à-dire des crimes commis à l'Est, ont produit le film aérien tourné par l'aviation soviétique au-dessus d'Auschwitz le 28 janvier, et qu'il a découvert la taille de ce camp, et qu'il n'avait pas la moindre idée de ce qu'était cette usine de mort. Il savait qu'il y avait les cheminées, il sentait l'odeur, il voyait la lumière, mais d'ailleurs il n'appelait pas ça Auschwitz, il appelait ça Bouna, et il n'avait pas du tout compris, lui-même n'avait pas compris l'étendue de ce qu'était la Shoah avant de voir le film produit par l'armée rouge, enfin par l'accusation soviétique à Nuremberg. Voilà. Merci. Merci. Y a-t-il des questions? Quand Churchill a prononcé son discours et que le rideau de fer est tombé sur l'Europe,
Est-ce que ça crée des dissensions au niveau dans le procès, au niveau des juges ou des procureurs? Je vous remercie pour cette question. Du coup, on sort du sujet, mais oui, je peux en parler. Alors, écoutez, c'est très intéressant parce que les Allemands, comme je le disais, se réjouissent des nazis, mais aussi une partie de la population allemande. Le Boris Poleboy, dont je vous ai parlé, qui est le seul journaliste qui ait conservé son journal intime. Et il note que son chauffeur, qui est un ancien de la Wehrmacht, pas forcément un nazi, mais un ancien de la Wehrmacht, lui dit « Ah, vous avez entendu la radio, la guerre est déclarée entre... » Donc il y a une espèce de réjouissance. En fait, c'est pas la guerre, c'est la guerre froide. Mais il y a cette espèce de réjouissance. Soit la prophétie d'Hitler s'accomplit, soit c'est la preuve qu'il ne fallait pas faire confiance aux rouges et que les Américains vont maintenant avoir besoin de nous, les Allemands. En l'occurrence, ce calcul a été une erreur. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de problèmes à Nuremberg, à longueur de temps. Il y a eu des problèmes tous les jours. Il y a eu des frictions, des ratés, des manqués, à n'en plus finir. Si vous voulez, Nuremberg, pour prendre une métaphore un peu triviale, c'est comme si vous faites un voyage, un beau voyage, où vous allez en Inde ou je sais pas quoi, au jour le jour, vous avez raté le train, il n'y a pas d'eau chaude à l'hôtel, enfin il y a tous les couacs du quotidien. Et puis vous revenez en France, vous en parlez à vos amis, et puis vous vous souvenez du Taj Mahal, de la beauté des couchers de soleil, etc. Nuremberg, avec le recul, c'est un immense succès de la démocratie, du droit, de l'affirmation du droit, mais au jour le jour, tout le monde ne voyait que des problèmes. Et ces problèmes ont été multiples. Et pour aller dans le sens des problèmes, pour vous dire, entre les soviétiques et les occidentaux notamment, si vous voulez, c'est quand même allé loin, parce que le procureur adjoint soviétique a quand même été retrouvé suicidé de 2 balles dans le dos dans sa chambre, exécuté par le NKVD, parce que il n'avait pas réussi à obéir à l'ordre de Katyn de Staline et surtout de Beria, qui était tu empêches l'accusation de dire que Katyn est un acte soviétique. Alors que, en fait, le massacre de Katyn est donc les 2, 3, 4 000 d'ailleurs polonais, officiers polonais, étudiants polonais, en fait, que les soviétiques ont essayé de faire passer pour un charnier nazi, en fait, était un charnier soviétique. Voilà, et plus encore sur le pacte germano-soviétique, les clauses secrètes Molotov-Ribbentrop. Donc, si vous voulez, il y a quand même un procureur qui a été assassiné par le NKVD en plein procès. Et les Américains ont accepté de faire un peu semblant qu'il ne s'était rien passé. Donc il y a eu des frictions comme ça continuellement. Mais sur l'aspect fondamental, qui est jugeons les nazis pour leurs crimes, pour empêcher que ça se reproduise et pour, comment dire, conclure la guerre. Parce qu'en fait, il faut comprendre que la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas terminée lui-même, elle ne s'est pas terminée à Nagasaki ou à Hiroshima. La guerre mondiale s'est terminée légalement et a été perçue comme telle par ses contemporains à Nuremberg. C'est la pendaison des nazis le 15 octobre qui clôt, 15 octobre 1946, qui clôt la Seconde Guerre mondiale. Et les juges en étaient conscients. Et les 2 juges soviétiques étaient des gens pas commodes. Nikitchenko avait été le bras droit du juge principal pendant les procès de Moscou dans les années 30. C'était vraiment un inféodé de Staline, et le juge assesseur, enfin le deuxième juge, c'est pas un assesseur, mais le deuxième juge, Volkov, qui était très jeune, assez beau, en fait, personne ne le connaissait comme juge ni juriste, c'était tout simplement un officier du NKVD qui était là pour espionner l'autre juge. Donc, si vous voulez, et eux passaient leur temps à... Quand on leur posait une question, mais c'était même une blague parmi les autres juges et les autres procureurs, on disait, bon alors, est-ce que on va placer ce verre à gauche ou à droite de la bouteille? Ils disaient, laissez-nous un petit temps de réflexion. Et ça prenait toujours une semaine, parce qu'ils ne pouvaient pas décider seuls. Il fallait qu'ils envoient un télégramme à Moscou. Le télégramme arrivait dans le bureau du ministre de la Justice communiste, soviétique, et de ce bureau-là, il n'osait pas décider, donc il allait chez Beria, et de ce bureau-là, il allait chez Staline. Staline qui décidait en personne par télégramme de où on plaçait le verre par rapport à la bouteille. C'était dingue. Mais malgré cet assujettissement politique et policier même, sévère, il y a eu cette notion d'une union sacrée. Et
cette idée qu'il fallait qu'on se serre les coudes et qu'on arrive dans une course de vitesse à obtenir le jugement des nazis avant que tout ça s'effondre, avant que le château de cartes s'effondre. Et avec l'assentiment, je pense, quand même, de Moscou et de Washington et de Londres. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que ça avance à 2 vitesses. D'ailleurs, à 3 vitesses. Militairement, la guerre froide n'a pas été... Diplomatiquement, elle est arrivée, et politiquement, elle est arrivée tout de suite. Quand, le 6 mars, quand on comprend ce qu'a verbalisé Churchill, c'est déjà là. Militairement, c'est pas encore là, ça va mettre longtemps, il va falloir le siège le blocus de Berlin, il va falloir beaucoup de choses, puis le mur de Berlin. Et juridiquement, il y a cette idée qu'il y a une espèce d'union sacrée à Nuremberg et qu'on va mener à bien cette mission. Et elle sera menée à bien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dissensions, et pour revenir à la question quand même centrale de la Shoah, ou pour l'exprimer peut-être plus en nuance de la dimension juive des crimes, anti-juifs des crimes nazis, là, les dissensions commencent à émerger, y compris au fil du procès. Et j'en reviens à Ernst Michel. Ernst Michel a un témoignage bouleversant. Il décrit qu'en fait, donc son nom circule dans le procès. Et comme il publie des articles en signant, en disant « Survivant d'Auschwitz 10-49-95 », il y a des articles y compris sur lui. Donc ça revient aux oreilles de l'accusation soviétique, ça revient même probablement aux oreilles de Moscou. Et le procureur Rudenko, qui est quelqu'un de très compétent et très intelligent, le procureur général soviétique, l'alter ego de Jackson, demande à rencontrer Ernst Michel, et pour lui faire parler d'Auschwitz en général, et puis surtout des expériences de Mengele, parce que Ernst Michel a survécu à Auschwitz beaucoup plus... Enfin, il a été déporté... l'espérance de vie était de 4 à 5 mois en moyenne, et lui a été déporté en mars 1943, et il a fait ensuite la marche de la mort jusqu'à Buchenwald, puis la 2e marche de la mort. Bref, il a survécu à tout. Et notamment à Auschwitz même, il a survécu parce qu'il était brancardier dans ce qu'on appelait le Revier, qui était l'infirmerie. Et c'est à côté de l'infirmerie que Mengele faisait ses expériences. Donc Rudenko lui demande de témoigner sur les expériences de Mengele. Donc c'est quand même quelque chose de très précis, qui est très fondé en droit, et très intéressant. Et Ernst raconte, il attend, et on le convoque jamais. Et on lui donne toujours des réponses un peu évasives, les Russes bottent en touche, ils regardent leurs pieds, tout ça. Et finalement, un adjoint d'adjoint, pas Rudenko, qui ne le recevra plus jamais, mais l'adjoint de Rudenko lui dit « Oui, alors le problème, c'est qu'on a eu des ordres de Moscou, on ne peut pas faire témoigner un Allemand. » Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Ernst Michel, qui vient de Mannheim, légalement, en tout cas aux yeux des Soviétiques, il est allemand, même s'il n'a plus de passeport, même si... Voilà. Mais évidemment, ça paraît quand même d'assez mauvaise foi. Et on peut très fortement suspecter qu'en fait, c'est parce qu'Ernst Michel est juif que les Soviétiques ne veulent pas qu'il témoigne. Parce que au début du procès, ce qu'on appellera la Shoah est tout à fait admis dans les cercles staliniens et par Staline lui-même. Le meilleur ami, disons un ami très proche de Staline, qui est Ilya Ehrenburg, est en train de coécrire le livre noir du fascisme avec Vassili Grossman. Ils sont en train de le coécrire, donc avec l'assentiment de Staline. Mais Grossman, déjà, n'obtient pas l'autorisation de venir à Nuremberg. Et au fil du procès, Ehrenburg, tout grand intellectuel soviétique qu'il soit, tout meilleur ami de Staline qu'il soit, comprend que son livre ne sera jamais publié. Et le livre ne sera jamais publié. Et les soviétiques d'origine juive, parfois pas du tout pratiquants d'ailleurs, avec très très peu d'identité hébraïque, juive, notamment Evgeny Kaldai, qui est la star des photographes, qui est l'homme qui prend la fameuse photo avec le drapeau rouge sur le Reichstag, qui est une des 2-3 photos les plus connues de la Seconde Guerre mondiale, comprennent que leur position est en train de se dégrader parce que Staline a totalement changé de position sur la dimension juive des crimes. Et qu'entre le moment, en gros, moi ce que je suspecte, c'est qu'entre le moment où Rudenko a demandé à rencontrer Ernst Michel pour le faire témoigner et le moment où Ernst Michel ne témoigne pas, concomitamment à l'émergence de la guerre froide, les calendriers sont parallèles et ce n'est pas un hasard
Je pense que, j'en ai parlé avec des historiens soviétiques, enfin de la période soviétique, c'est pas tellement... En fait, on peut parler de... C'est pas une question d'antisémitisme de Staline en tant que tel, ou de politique nécessairement antisémite, voulue comme telle, du Kremlin à ce moment-là, mais concomitamment à la guerre froide, en fait, il y a cette idée qu'il faut resserrer les rangs et qu'il faut bien bétonner l'idéologie de ce qu'on appelle la Grande Guerre patriotique. Donc dans la Grande Guerre patriotique, on est le pays des 10 millions de morts. Ces morts appartiennent à ce que les soviétiques appellent des nationalités. Et les nationalités, ça peut être biélorusse, ça peut être ukrainien, ça peut être juif, ça peut être tchétchène, ça peut être, je sais pas quoi, bouriate, mais ce sont des groupes ethniques, mais qui sont pas importants et qui sont même de l'ordre de ce qu'il faudrait nier ou cacher, puisque ce qui est important, c'est de montrer que ce sont des soviétiques qui ont été attaqués parce qu'ils sont communistes et qu'en fait les communistes ont gagné. Donc, il n'y a pas vraiment de dissension. Voilà, pour vous répondre, les dissensions, elles sont mondiales, elles ne sont pas vraiment à Nuremberg sur le jugement, mais elles sont justement plutôt sur des aspects du procès, notamment justement sur la place des Juifs dans les massacres, dans les crimes de masse. Donc c'est intéressant, je vous remercie pour cette question, parce que c'est quelque chose d'assez fin, quoi, d'assez nuancé, quoi. Et ça vient en fait compléter ce que je présentais avant, c'est-à-dire en fait par quel bout prendre Nuremberg, quoi. Voilà. Quelles ont été les lignes de défense des accusés de Nuremberg? On sait que, par exemple, Eichmann a prétendu qu'il ne faisait que recevoir des ordres, mais là, il s'agissait de dignitaires qui étaient donneurs d'ordre. Quelles ont été leurs lignes de défense? Alors, la ligne fondamentale, c'était pas moi, c'était mes chefs. Donc vous avez l'impression que c'est des donneurs d'ordre, mais eux s'arrangent toujours pour dire que tout ce qui est dans l'appareil policier, c'est Himmler, tout ce qui est dans l'appareil de propagande, c'est Goebbels, et tout ce qui est de l'ordre de la guerre, c'est Hitler lui-même. Donc c'est les trois grands absents, les trois suicidés de Berlin, du bunker, des derniers jours d'avril ou de début mai 1945, la décision revient toujours à eux. Donc ça, c'est la première ligne de défense. Qui ne tiendra pas, puisque en cela, Nuremberg est fondamental et est une révolution juridique pour tous les hommes politiques et pour tous les chefs de guerre et toutes les hiérarchies militaires au monde. C'est la responsabilité individuelle des dirigeants. Ça veut dire que depuis Nuremberg, si vous êtes un colonel et qu'il s'est passé un crime sous vos ordres, vous ne pouvez pas dire c'est le général qui m'a envoyé l'ordre du quartier général. Ce sont vos hommes qui ont commis ce crime dans tel village, vous êtes responsable. Et donc Keitel, Jodl, les chefs militaires n'ont pas pu dire on a pris l'ordre d'Hitler. Ils ont signé eux l'ordre, donc ils sont responsables. Donc ça c'est la première ligne de défense et sa première dénégation. Et la deuxième du coup, qui a été assez fréquente, au bout d'un moment c'était déjà nous on pensait qu'on faisait ça pour la grandeur de l'Allemagne, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, on faisait la guerre, c'était la guerre, etc. Donc voilà, et qui était indéfendable. Et la troisième qui a été assez fréquente, c'est vraiment quand les gens étaient un peu dos au mur et qu'ils ne pouvaient plus vraiment se justifier, c'était dire « Ah oui, on a été fasciné par Hitler, il avait un pouvoir hypnotique, on était sous emprise, j'ai du mal à expliquer ce qui m'est arrivé. » Voilà. Et donc tout ça a été assez ténu. Hein. Ça, c'est les lignes de défense générales. La ligne de défense beaucoup plus efficace et qui a fonctionné pour le coup, celle des avocats qui a fonctionné, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, c'est par exemple le Tukokwe. Quand les avocats de la défense de Dönitz ont obtenu de l'amiral Nimitz américain une lettre disant « Bah oui, nous aussi, on a tiré indistinctement sur tous les bateaux. » Pardon, c'est le principe de la guerre sous-marine. C'était en mai 1946. Ça a eu un effet dévastateur sur l'accusation, parce que du coup, on pouvait plus accuser Dönitz de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité quand il avait donné l'ordre aux U-boats de couler tous les bateaux qu'il trouvait dans l'Atlantique.
Morale de l'histoire, Dönitz, par exemple, n'a pas été condamné à mort. Donc là, vous voyez que la défense fonctionne quand même. Elle fonctionne. Il a été condamné à 20 ans, mais il n'a pas été condamné à mort. Et tous les condamnés à de longues peines, sauf les perpétuités comme Hess, mais les autres ont vu leur peine abrégée d'ailleurs. Il faut se souvenir, ils n'ont pas purgé leurs 15 ans ou leurs 20 ans. Donc voilà. Le seul cas qui est... Donc voilà pour répondre en gros à la question. Le vrai problème a été un problème de Tukokwe en droit, etc. C'est ça qui a vraiment donné du fil à retordre. Le reste était un peu ridicule. Enfin, on a été fascinés, on était sous emprise. Le seul qui a été machiavéliquement, vraiment diaboliquement intelligent et efficace, mais avec une intelligence vraiment méphistophélique, c'est Albert Speer. Donc Speer, c'est un avocat de génie, un architecte de génie. Ça devient un des alter ego, vraiment un des mentors d'Hitler, un des plus proches d'Hitler, et il devient ministre de l'armement. Pardon. Donc en tant que tel, c'est lui qui dirige Dachau. Dachau est sous ses ordres. Les morts de Dachau sont les morts de Speer. Et Speer, qui parle très bien anglais, qui est bien habillé, qui a un costume 3 pièces, fait à Londres un peu, qui ostensiblement ne prend pas son écouteur pour montrer qu'il parle couramment anglais, qu'il n'a pas besoin qu'on traduise dans son oreille, et il joue la connivence de classe. C'est-à-dire qu'il joue un peu genre, cher ami, on aurait pu se croiser au cricket un peu. Il joue explicitement la connivence de classe, pour prendre un terme de Bourdieu si on veut, avec les juges. Et il va donc, en gros, il leur fait comprendre que c'est un gentleman, un intellectuel, un artiste, qui s'est fourvoyé un peu dans cette période, mais que bon, ma foi, Hitler était tellement hypnotique que voilà. Et il va plus loin, c'est que c'est le seul à demander pardon. Tous les autres ont suivi la ligne de Göring, qui était de dire ceci est un procès politique, c'est la justice des vainqueurs, notre seul tort c'est d'avoir perdu la guerre, sinon juridiquement on n'a pas tort, etc. Speer est le seul à demander pardon. Alors il dit pas, il est suffisamment malin, cynique pour ne pas dire j'ai commis des crimes atroces. Il dit, sa formule est plus jésuite, il dit je suis désolé d'avoir été entraîné à commettre les crimes que Hitler a voulu que nous commettions en tant qu'Allemands. Donc il diffuse sa responsabilité dans celle d'Hitler et dans celle de tout le peuple. Il fait une double dilution de sa responsabilité. Et pourquoi j'en parle? Parce que Speer ne va pas être condamné à mort, et son adjoint Sauckel va être condamné à mort pour les mêmes crimes. C'est quand même sidérant en termes de... Et Sauckel va le voir au fur et à mesure des jours. Sauckel qui est moins malin, moins intelligent, qui a aussi beaucoup d'autres crimes à son actif. C'est notamment lui qui a organisé le système de la STO, du service de travail obligatoire. Donc il a, si vous voulez, il a 15 ou 20 millions de déportations à son actif, pas forcément des déportations vers les camps. Il a aussi toutes les déportations vers les stalags, tous les STO français par exemple. Donc il est détesté par les Français, par les Soviétiques, etc. Mais donc voilà, il y a un cas de défense qui est sidérant, qui est celui du type qui arrive alors qu'il a vraiment du sang sur les mains, tout Dachau sur les mains, qui s'en sort vraiment plutôt bien. Il purgera même pas toute sa peine et il écrira en prison un best-seller et il gagnera beaucoup d'argent avec son best-seller en disant voilà mes années avec Hitler, etc. etc. Donc c'est vraiment un triste cire, Speer, même parmi les 21. Et les autres d'ailleurs le regardent avec une forme de répugnance parce que les autres voient sa manœuvre, voient ce que eux considèrent comme une forme de lâcheté, estiment que sa contrition est totalement feinte, puisque eux le connaissent comme étant un des plus virulents nazis et des plus proches d'Hitler, et voient qu'il fait une manœuvre pour embobiner les juges. Et en plus, il va y parvenir. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu nous voir. Et maintenant, donc, il y a une vente de livres. Dédicace. Dédicace de votre part, bien sûr. Alors, si je suis
Bonsoir. Merci.